Ceci est la leçon numéro 5 de nos rappels de logique qui introduisent à la philosophie la nature. Nous allons parler dans cette vidéo de la troisième opération d'esprit qui s'appelle le raisonnement et nous allons donner quelques généralités à son sujet, mais j'espère qu'elles vous intéresseront. Le raisonnement est donc l'opération par laquelle l'intelligence passe de plusieurs propositions, plusieurs jugements, à une nouvelle proposition. La qualité par laquelle elle passe de l'un à l'autre, de ce qu'on appelle l'antécédent au conséquent, la qualité de sa conséquence, la conséquence c'est la rigueur, si l'on veut, du raisonnement, c'est-à-dire la logique, pour ainsi dire, du raisonnement. Donc cette capacité de passer de l'un à l'autre fait le propre de cette opération de l'esprit. C'est vraiment un mouvement. Dans le raisonnement, on progresse dans l'avancée vers la vérité, puisque on avait auparavant quelques certitudes, ou au moins quelques opinions, quelques convictions, et grâce au raisonnement, on arrive à une nouvelle conclusion, à une nouvelle prononcée sur le réel, une nouvelle prononciation, si l'on veut. Bien, le raisonnement se divise en deux grandes catégories, selon que dans les prémices qui le précèdent, donc dans l'ensemble des prémices, cet ensemble qui s'appelle l'antécédent, si vous vous souvenez bien, on l'a dit dans la leçon 4, eh bien, selon que dans ces prémices, il y a toutes les propositions qui sont singulières, ou bien il y a au moins l'une des propositions qui est universelle. Si l'on considère en effet les prémices qui président à un raisonnement, à un raisonnement, ou bien toutes les prémices de ce raisonnement sont singulières. Vous vous rappelez peut-être que des prémices sont singulières lorsque leur sujet est singulier, c'est-à-dire lorsqu'elles parlent de réalité individuelle. Si donc toutes les prémices sont singulières, alors on a affaire à ce qu'on appelle une induction. Prenons un exemple. Le zinc est conducteur de la chaleur, l'argent est conducteur de la chaleur, le fer est conducteur de la chaleur. Voici les prémices. Et enfin la conclusion, les métaux sont conducteurs de la chaleur. Ceci est une induction, c'est-à-dire que je suis parti de plusieurs propositions singulières pour arriver à une universelle. Ou encore, et ce sera une véritable, encore plus véritable induction, tel morceau de zinc est conducteur de la chaleur, tel autre morceau de zinc est conducteur de la chaleur, tel troisième morceau de zinc est conducteur à la chaleur, donc le zinc est conducteur de la chaleur. C'est l'induction. Dans la déduction, au contraire, ce ne sont pas toutes les propositions qui sont singulières parmi les prémices, mais il y a au moins une proposition qui ne l'est pas, qui est universelle et donc dont le sujet est universel. L'exemple typique, c'est bien sûr « tout homme est mortel »,« Socrate est un homme », donc Socrate est mortel. Tout homme est mortel, c'est une proposition universelle puisque son sujet tout homme est universel. Du seul fait de cette proposition, de cette prémisse qui est universelle, eh bien, nous avons affaire à ce qu'on appelle une déduction. C'est juste une définition. On a défini ainsi les deux sortes de raisonnement. La déduction part d'un plan universel, puisqu'il y a au moins l'une des propositions qui l'est, et conclut, tandis que l'induction part d'un plan qui est complètement singulier et conclut. C'est vraiment deux façons de raisonner et qui vont en fait marquer tous les domaines du savoir, c'est-à-dire que les domaines du savoir vont se caractériser selon l'importance qu'ils donnent à l'induction et à la déduction. Si nous prenons par exemple dans le domaine des sciences, les sciences physiques d'un côté et les mathématiques de l'autre, il est clair que les mathématiques sont pratiquement entièrement construites sur la déduction. Tandis que dans les sciences physiques, l'induction a une part prééminente. Ce sont vraiment deux façons distinctes de raisonner, et certaines sciences ont besoin surtout de la déduction, tandis que d'autres ont besoin surtout de l'induction. Voici pour ces deux catégories. Parlons maintenant un peu plus longtemps, pas trop, rassurez-vous, de la déduction. Dans la déduction,
je pars de deux propositions et j'aboutis à une troisième. La troisième va unir un sujet et un prédicat. On appelle le sujet le petit terme de la déduction. Ce qu'on en dit, donc le prédicat, est appelé grand terme. La conclusion, donc, affirme le grand terme du petit terme. Ce sont de pures appellations. Ensuite, au niveau des prémices, bien sûr, pour qu'il puisse y avoir un raisonnement, il faut qu'il y ait un troisième larron, un troisième élément qui intervienne dans les prémices et qui disparaissent dans la conclusion. Ce troisième élément s'appelle le moyen terme. L'une des prémices va affirmer de ce troisième élément, du moyen terme, le grand terme, tandis que l'autre prémisse va affirmer du petit terme, le moyen terme. Le moyen terme va apparaître ainsi dans les deux prémices et disparaître dans la conclusion. C'est lui qui a permis de joindre l'un et l'autre. Prenons un exemple. Je veux affirmer que Vermeer, le peintre, a eu beaucoup d'inspiration. Et pour l'affirmer, je vais m'appuyer sur le fait que Vermeer était un grand peintre. Il ne peut pas y avoir de grand peintre sans beaucoup d'inspiration. Je raisonne donc ainsi. Les grands peintres ont beaucoup d'inspiration. Or, Vermeer est un grand peintre. Donc, Vermeer a eu beaucoup d'inspiration. Ma conclusion, c'est Vermeer a eu beaucoup d'inspiration. Vermeer, c'est le petit terme. Beaucoup d'inspiration, avoir beaucoup d'inspiration, c'est le grand terme. Et ce qui m'a permis de dire que le petit terme, Vermeer, a eu beaucoup d'inspiration, grand terme, c'est un troisième, un intermédiaire, un troisième terme, qui est le fait que c'est un grand peintre. Ce troisième terme, le moyen terme, est apparu dans la première des prémices, dans la seconde, et va disparaître dans la conclusion. Les grands peintres ont eu beaucoup d'inspiration. Vermeer était un grand peintre, donc Vermeer, bien sûr, a eu beaucoup d'inspiration. Ça, c'est ce qu'on appelle la déduction. La déduction, pour être un bon raisonnement, doit avoir de bonnes prémices, c'est-à-dire un bon antécédent, et une véritable inférence, c'est-à-dire une véritable conséquence, c'est-à-dire une vraie logique, comme on dit dans le langage courant. Lorsque manque l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, eh bien on a des fausses déductions, c'est ce qu'on appelle des sophismes, et la liste des raisonnements faux, des déductions fausses que l'on fait est très grande et donne souvent à sourire lorsqu'on étudie la logique. Je vais vous en donner quelques-uns quelques-uns de ces exemples à titre de divertissement peut-être. Et peut-être aurez-vous le loisir de vous amuser à chercher en quoi ces déductions ne sont pas de bons raisonnements. 5 et 3 et 2. En effet, 5, c'est 3 plus 2. Donc 5 et 3 et 2. Or, 3 est impair et 2 est pair. Donc 5 est pair et impair. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle une polydéduction ou un polysyllogisme parce que il y a plusieurs raisonnements là. Et il vous sera peut-être amusant de voir où ma déduction a fauté. Ou encore, Napoléon était un petit homme. Or, aucun petit homme n'est un grand homme. Donc, Napoléon n'était pas un grand homme. Vous l'aurez peut-être trouvé ici, grand homme est pris dans deux sens différents dans les prémices. Dans le premier des cas, il est pris au sens physique, dans le deuxième au plan moral. Et donc il n'y a pas de véritable raisonnement puisque ce ne sont pas le même moyen terme, il n'y a pas eu de moyen terme. Ce ne sont pas les mêmes sens qui sont donnés et dans la majeure et dans la mineure.
Donc on arrive à ce que Napoléon n'est pas un grand homme. Alors ceux qui n'aiment pas Napoléon, et il y a des raisons effectivement de ne pas apprécier certaines actions de cet homme, certains impacts qu'il a eus dans l'histoire, donc ceux qui n'aiment pas Napoléon, finalement, seront d'accord avec la conclusion. Ils diront bien sûr que Napoléon n'est pas un grand homme, mais qu'il le soit, ils ont peut-être leur raison, sans doute, mais ce n'est pas à partir d'un raisonnement comme celui-là qu'ils pourront effectivement, bien sûr, arriver à cette conviction. Celui-ci est connu. Ce qui est rare est cher. Or, un cheval bon marché est rare. Donc, un cheval bon marché est cher. Je ne m'attarde pas car dès qu'on a 10 ou 15 ans, on a entendu cela une fois ou l'autre dans la bouche de ses maîtres, de ses parents ou d'un ami. Les voleurs s'enrichissent rapidement. Or, M. Dupont s'est enrichi rapidement, donc M. Dupont est un voleur. À nouveau, je peux rentrer dans mon manteau. Or, mon manteau peut rentrer dans ma valise. Donc, je peux me rentrer dans ma valise. Et le dernier, qui n'est pas le moins amusant de tous, plus il y a de gruyère, moins il y a de trous. Or, moins il y a de trous, moins il y a de gruyère. Donc, plus il y a de gruyère, moins il y a de gruyère. On devrait dire d'ailleurs, dans ce raisonnement emmental plutôt que gruyère, car le gruyère est autre chose que le fromage à trous qui a beaucoup de succès dans notre pays. Voici pour l'induction. Nous passons maintenant à la déduction. Voici pour la déduction, nous passons maintenant à l'induction. L'induction part de propositions toutes singulières et aboutit à une universelle. Une véritable universelle, et non pas une collective. Si, par exemple, je dis Pierre était un apôtre, Jean était un apôtre, Jacques était un apôtre, Philippe était un apôtre, je dis cela 12 fois pour les 12 apôtres de Jésus-Christ, supposons que j'arrive à la conclusion, ces 12 hommes étaient des apôtres. Eh bien, cette proposition-là, ces 12 hommes étaient des apôtres, n'apporte rien par rapport aux positions antérieures. C'est en quelque sorte la somme des prémices, et nous n'avons pas progressé dans la connaissance, ça n'est donc pas un raisonnement. Et l'induction n'est pas cela. Une véritable induction fait progresser dans la connaissance et ne passe pas au collectif, mais passe à l'universel. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure, je vous en donne à nouveau. Cette portion d'eau bout à 100 degrés, cette autre portion d'eau bout à 100 degrés, j'ai fait 1000 fois l'expérience, peut-être qu'il n'aurait pas été nécessaire d'arriver à 1000, mais j'ai fait 1000 fois l'expérience et je conclus l'eau bout à 100 degrés. C'est une induction. Toutes les propositions, les prémices étaient des singulières puisque leur sujet était des portions individuelles d'eau et la conclusion est universelle puisque c'est l'eau en général. Alors l'induction est parfois complète, parfois pas incomplète. En fait, elle est rarement complète, car rarement elle peut l'être. Quand elle est incomplète, pour qu'elle soit convaincante, il faut que les exemples, pour nous dire, ou plutôt les individus qui sont l'objet des différentes prémices, que ces individus soient répétés en suffisamment grand nombre et aussi dans des circonstances suffisamment variées, je pense aux sciences positives ou expérimentales, pour que la conclusion puisse être décisive. Vous voyez que là, il n'y a pas de moyen terme, de petit terme, de grand terme. On est dans un autre ordre. Ce sont des appellations qui conviennent à la déduction par l'induction. L'induction donc doit être complète pour être suffisamment convaincante. Lorsqu'elle n'est pas complète, alors la conclusion n'est pas certaine, mais seulement probable, et c'est l'objet d'ailleurs de la logique qu'on appelle dialectique en aristotélisme, je ferme la parenthèse. Lorsque donc l'énumération des expériences, l'énumération des prémices plus généralement, qui président à la conclusion est insuffisante, la conclusion n'est que probable, elle n'est pas certaine. Lorsque par contre,
les prémices qui président, qui préludent à la conclusion sont suffisamment nombreuses, suffisamment détaillées, suffisamment variées pour pouvoir permettre la conclusion, alors la conclusion est convaincante. Est-ce qu'elle est certaine? Est-ce qu'elle mérite ce nom, ce qualificatif que l'on aime en science, évidemment? De certitude, c'est une autre question sur laquelle les philosophes débattent, et nous n'en parlerons pas ici parce qu'il ne s'agit que de rappel. Nous avons donc distingué les deux sortes de raisonnement qui sont l'induction et la déduction. Nous avons présenté dans l'ordre inverse d'abord la déduction et ensuite l'induction. Pourquoi nous avons commencé par la déduction? Parce que c'est un raisonnement qui est plus parfait. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faille essayer systématiquement de passer par la déduction pour arriver à une conclusion. Non, cela dépend trop des circonstances, du sujet, de la matière où l'on est. On n'a souvent pas le choix. Mais ça veut dire simplement que la déduction est plus parfaite que l'induction et on le comprendra facilement si l'on considère que l'induction permet de savoir que la conclusion est vraie, lorsque cette induction est ou bien complète ou bien incomplète mais suffisamment élaborée. L'induction donc permet de savoir que la conclusion est vraie. C'est bien, mais la déduction parvient à mieux que cela, car la déduction fait savoir non seulement que la conclusion est vraie, mais pourquoi elle est vraie. Et ce pourquoi, c'est le moyen terme. Et savoir non seulement qu'une chose est vraie, mais pourquoi elle est vraie, c'est mieux que de savoir seulement qu'elle est vraie. La déduction est donc plus parfaite, et elle a donc les préférences d'Aristote. Il montre clairement sa préférence pour cette forme de raisonnement, non par tendance ou caractère ou tempérament personnel, car lui-même est un grand professionnel de l'induction qu'il a utilisé beaucoup pour les sciences positives. Il n'était pas seulement un philosophe, mais un grand savant dans la plupart des domaines de la science, selon son époque, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas fait d'erreur, c'est une autre affaire. Donc, si Aristote préfère la déduction, ça n'est pas par goût personnel, c'est parce qu'elle est plus parfaite, étant donné qu'elle fait connaître la cause pour laquelle une chose doit être dite d'une autre, et cette cause, en logique, c'est le moyen terme. Revenons au raisonnement général. Nous en sommes à la dernière chose qui va être dite dans ce montage d'aujourd'hui. Revenons donc au raisonnement en général. Il y a des raisonnements, qu'ils soient inductifs ou déductifs, qui sont certains, d'autres qui ne le sont pas. Lorsqu'un raisonnement est certain, qu'il soit déductif ou inductif, quel est le qualificatif, l'épithète qu'on lui donne dans le langage courant? Eh bien, on dit que c'est une démonstration. Une démonstration, c'est simplement un raisonnement certain. Nous appelons donc, en logique, démonstration, le raisonnement certain. Seulement Aristote, lui, réserve plus volontiers, sinon toujours, ce qualificatif, ce substantif, la démonstration, non seulement à tout raisonnement certain, mais à la déduction certaine. Alors donc que dans le langage courant, la démonstration c'est tout raisonnement certain, chez Aristote, c'est la déduction certaine qu'il réserve comme signification du mot démonstration. Chez lui, la démonstration, c'est la déduction certaine. Et cette déduction certaine, il l'appelle syllogisme. Ainsi, la démonstration, en général, est le raisonnement certain. La démonstration, dans la bouche d'Aristote, c'est une déduction certaine. Et le syllogisme, en première approximation, nous dirons qu'il est synonyme de démonstration certaine au sens d'Aristote, c'est-à-dire de déduction certaine. Ces trois dernières choses que je viens de vous dire, il importe de bien les avoir à l'esprit avant d'aborder la leçon suivante. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ces quelques rappels vous ont apporté quelque chose et peut-être nous verrons-nous dans la prochaine leçon. En tout cas, merci, peut-être à bientôt et que Dieu nous bénisse.